Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'actualité, puisque, comme ça ne vous a pas échappé, il y a aujourd'hui des discussions décisives aux Nations Unies et une action au Conseil de sécurité pour une éventuelle résolution. En tout cas, il y a déjà une action, une intervention, une décision que certains voudront qualifier d'unilatérale, qui est celle de la Russie, mais qui s'appuie sur une légitimation de fait, qui est celle de l'appel d'un État allié pour intervenir à ses côtés et pour l'aider. C'est l'événement du jour dont vous avez peut-être eu écho. Donc aujourd'hui, on va donc faire le point sur une guerre qui dure depuis 4 ans et demi aujourd'hui, qui a fait au moins 250 000 morts rien que pour la Syrie, avec toujours plus de réfugiés qu'on a évalués à 4 millions. Et toujours plus de djihadistes étrangers. Enfin, là encore, le comptage est toujours un petit peu peut être sujet à caution, mais disons, selon les sources de renseignement américaines, il serait quelques 30 000, toutes nationalités confondues, en Syrie et en Irak depuis 2011. C'est-à-dire 2 fois plus qu'en 2014. Et qu'aujourd'hui, l'État islamique occupe un tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie, et d'autre part, s'étend dans les pays de la région, jusque même en Afghanistan et jusqu'à des cellules dormantes un petit peu partout, avec des populations prises en otage à la fois entre des raids aériens, qu'ils soient syriens ou américains et maintenant russes, et donc l'État islamique. Donc pour aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que les sujets sont très denses, je vais d'abord vous présenter qui sont les différents intervenants. Alors nous avons Michael Weiss, qui est donc le co-auteur du livre qui est sorti aux États-Unis avec Hassan Hassan en février dernier, et qui a été traduit donc et qui sort en librairie aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs une séance de signature à l'issue de cette conférence à l'entrée. Michael Weiss est un journaliste, analyste qui a fait du domaine international sa spécialité. Il est notamment journaliste pour le Daily Beast et également il est à la tête, il est rédacteur en chef de The Interpretator, qui est une espèce de plateforme qui analyse et traduit donc les sources russes pour mieux éclairer sur la stratégie russe. Et c'est d'autant plus bienvenu dans le contexte actuel sur le dossier syrien. Nous avons également Nicolas Hénin, qui est également journaliste, spécialiste des conflits, grand expert du Moyen-Orient, où il a gambadé, comme on l'a vu tout à l'heure dans les escaliers, pendant de longues années. Et puis, alors on sait qu'il n'aime pas trop qu'on en parle, mais on va peut-être dire qu'il a été un journaliste embedded, donc embarqué avec l'État islamique, puisqu'il a passé quelques mois comme otage en Syrie, dans les geôles de cet État islamique. Voilà, il a sorti également un livre qui s'appelle Jihad Academy, Nos erreurs face à l'État islamique. Et voilà. Ensuite, nous avons donc Samir Aïta, qui est ancien rédacteur en chef et directeur général du Monde diplomatique des éditions arabes, également président du Cercle des économistes arabes, et qui est donc à un parcours d'opposants syriens. Pas forcément dans la même ligne que la fameuse coalition nationale de l'opposition syrienne, approuvée, validée par les États occidentaux. Il se présente davantage comme un lien avec l'opposition intérieure, qui avait même d'ailleurs prôné à un moment donné le dialogue avec le régime. Donc on parlera de tout ça avec lui. Et puis le général Vincent Desportes, qui a un parcours à la fois opérationnel, qui a eu des commandements multiples au cours de sa carrière. Donc il est actuellement professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC.
Il a notamment exercé aux États-Unis au sein de l'US Army. Donc vous êtes diplômé du War College et également été attaché à l'ambassade de France à Washington. Vous avez occupé le centre de doctrine d'emploi des forces, le rôle de directeur, ainsi que le commandement de l'école supérieure de guerre. Et vous êtes également auteur de nombreux livres qu'on citera plus tard. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est on va demander d'abord à Michael Weiss quel bilan lui il tire compte tenu du livre qu'il a écrit qui annonçait déjà finalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler davantage de votre compréhension de la gestion internationale de la crise syrienne et irakienne et de ce que vous en avez appris au cours de vos entretiens que vous avez fait un petit peu partout et auprès de sources particulièrement bien informées, à savoir des responsables américains qui ont été en activité et qui le sont toujours au moment des entretiens qu'il a pu réaliser avec Hassan Hassan. Comment est-ce que les éléments que vous avez rapportés de ce livre aujourd'hui peuvent nous aider à éclairer la situation de blocage de la communauté internationale sur cette crise et d'éventuelles recommandations que vous pourriez faire sur les actions à mener? Well, thank you all for coming, and I want to thank the Institute and Anne for hosting this event. And I have to apologize in advance, I don't have French, so you'll have to bear with me as I muddle through with a very brave colleague, translator. One of the reasons we wrote the book was to try and explicate the recent past. You know, people a year ago thought, where did ISIS come from? This new terror army that just emerged from nowhere. And this struck me as very bizarre, because the United States and indeed the West has been at war with this organization since at least 2003. It has undergone different permutations and incarnations, different leadership, and different modalities in the way that it has fought this campaign. But fundamentally, it is the same enemy. So, you want to... Yeah. Bonsoir. Je vous remercie d'être venu. Je remercie l'Institut du monde arabe. Je remercie Anne également de m'avoir invité et d'organiser cette conférence. Je suis désolé, je m'exprimerai en anglais par la voix de mon interprète du coup. Alors, les raisons derrière ce livre, j'ai voulu expliquer le passé récent. En effet, il y a un an, certaines personnes, pas mal de monde, se demandaient mais d'où sort ISIS, d'où sort ce mouvement? Et j'ai trouvé ça assez étrange comme interrogation, puisque les États-Unis, et même l'Occident, on peut le dire, combattaient, sous une forme ou une autre, cette force depuis 2003. Les incarnations étaient différentes, les leaders ont été différents, les campagnes ont été différentes, certes, mais c'est le même mouvement qui était et qui est à l'œuvre. So one of the things I think that gets lost in the discussion of ISIS, we treat it too much as exclusively a terrorist organization. It is much more than that. It is a totalitarian political movement. It is an organized crime syndicate. It is actually a conventional military force in many respects. And it has evolved since 2003 to a point where it can actually hold terrain for long periods of time in the absence of U.S. hard power, namely 150,000 soldiers on the ground. I'll get into a little bit of why and how it has become more formidable. But let us just, I want to put this out there. The reason that ISIS has been successful, in 2003, with the toppling of Saddam Hussein's regime, and then what followed in U.S. policy, de-Baathification, the disbandment of the Iraqi military, literally with the stroke of a pen, an entire class of mostly Sunnis living in Iraq who had been the beneficiaries of minority rule under Saddam were rendered, let us say, third-class citizens. They went from running the country to being told, even if you were a second or third-tier Baathist, go push a kebab cart, or you have to start all over again. Alors, une des choses qui est parfois oubliée quand on parle de l'État islamique,
On dit que c'est un mouvement terroriste, et finalement on dit que ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est un mouvement politique totalitaire, c'est une mafia, très clairement. C'est une force militaire également à bien des égards. Depuis 2003, ils ont su conquérir des espaces, ils ont su tenir le terrain. Pourquoi ? Parce qu'il y a également en face un vide militaire. Quand j'entends vide militaire, c'est qu'en fait, il n'y a pas 150 000 soldats américains qui peuvent leur faire face. Alors, les raisons, le comment, le pourquoi, j'y viendrai un petit peu plus tard. Je voulais juste rappeler que, d'un point de vue historique, l'État islamique a rencontré des succès, et ses premiers succès, je dirais, parce que à l'époque de la chute de Saddam, en 2003, il y a eu une débassification de la société irakienne, et il y a eu un démantèlement des forces militaires officielles, disons, du pays, gouvernementales, qui a abouti à quoi ? Eh bien, qui a abouti à toute une classe de la population sunnite qui était au premier chef les bénéficiaires d'un tel système et qui tout d'un coup ont été rétrogradés, sont devenus des citoyens de troisième classe. Quelqu'un qui pouvait être un bassiste de deuxième, troisième rang, mais dans l'organisation, du jour au lendemain, on lui a dit « Bon, bah toi, maintenant c'est kebab ». Ou toi, tu feras quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une rétrogradation terrible. So one of the early myths that the Bush administration had put through was that the insurgency, the anti-American and what they called the anti-Iraqi state insurgency, was exclusively run by foreign fighters. You know, Abu Musab al-Zarqawi, a Jordanian jailbird who ended up founding Al-Qaeda in Iraq, a subsidiary of the Osama bin Laden-run organization. This was what we were fighting. And this was false, because the people that actually populated the ranks of the insurgency, it wasn't just jihadists. There were nationalist groups, there were other Islamist groups. They were Sunni natives of Iraq. Again, the victims, at least in their own imagination, of disenfranchisement and dispossession. This is the fundamental thing that has to be understood about this conflict and why ISIS has been successful. Because it is true that they are an apocalyptic death cult and they are selling the end of the world, literally, to the rank and file and to the Sunni Ummah, the end of the world that will begin in this battle of conquest in Levant, actually outside of the city of Aleppo in a town called Dabak. However, underlying all of this is a very short-term, actually not so short-term, political project, what I would call Sunni restorationism. And so you have to understand this in sociological terms, how ISIS has been able to thrive in a country where its constituency is a minority, but one that feels persecuted and beleaguered, and now in Syria, in a country where its constituency is the majority. C'est un mythe qu'il faut combattre. C'est un mythe qui a été propagé très très tôt par l'administration Bush. Le mythe de l'insurrection. L'insurrection qui serait fomentée uniquement par des étrangers. On a mis en avant, bien sûr, al-Zarqawi, un repris de justice, disons, de Jordanie, qui a fondé une franchise Al-Qaïda en Irak, sous l'égide de Ben Laden. En l'occurrence, ce récit est faux, il est biaisé. On voit que parmi les rangs des djihadistes, il y a, alors certes des djihadistes qui viennent de l'étranger, effectivement, mais également des ressortissants nationaux, ces sunnites dont j'y parlais, qui se voient comme des victimes, qui se voient comme des dépossédés dans ce nouvel ordre, disons. Et il faut vraiment comprendre ça pour comprendre le succès de l'État islamique. Parce que l'État islamique, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose finalement un culte de mort, il propose l'apocalypse, il propose la fin du monde, qui en l'occurrence se passerait au Levant, dans une ville qui s'appelle Dabé, c'est ce qu'ils prétendent. Et ils ont un projet politique à court terme, pas si court-termiste que ça en l'occurrence, c'est ce que j'appellerais la restauration des sunnites. Le retour des sunnites à leur place. Et c'est un aspect sociologique qu'il faut absolument comprendre, puisque d'un point de vue du nombre, ils sont une minorité dans l'espace irakien, mais une majorité dans l'espace syrien. So there was an alliance formed in the very beginning, actually, between the jihadist factors on the ground in Iraq and the remnants of the Ba'ath Party. This is important because over time, in the last decade, the Ba'athists have actually ascended to the ranks of the upper echelon of what is today what we call ISIS. So Abu Bakr al-Baghdadi, the self-appointed caliph, he actually, he was a graduate of a university in Iraq that you had to have family Ba'ath Party connections. He wasn't a paid-up Ba'athist himself. But almost to a man, everyone in the Shura Council, the military intelligence councils of the organization, had some experience
with Iraqi state institutions before the war. They served in Saddam's Mukhabarat, they served in the military intelligence, or they attained the rank of colonel, in some cases major general, of the Iraqi army. So you have to understand this. We talk about ISIS as though it's a non-state actor, but it has a lot of state-edified tradecraft. They know how to do intelligence operations. They know how to conduct guerrilla warfare and terrorist operations actually tutored by the Saddam regime. They also know how to do counterintelligence, how to weed out spies, how to recruit local populations and essentially have terrain give itself over to you in advance of your military columns marching in and booting out whoever occupies it. The other component to this, and this is where Syria comes into play, there was a relationship struck between al-Qaeda in Iraq and the Assad regime for over almost a decade. Foreign fighters who did want to join the insurgency in Iraq flew to Damascus International Airport and were ferried by Assad's Mukhabarat to eastern Syria first, domiciled in safe houses by Bashar's brother-in-law, Asif Shaukat, in fact, was in charge of the program, and then sent across the border into Iraq to blow up not just American and coalition forces, but up until 2009, Maliki government-run state institutions in Iraq, finance ministry, health ministry. These were the targets. So there was a kind of macabre coalition, if you like, that consisted of displaced Iraqi Baathists, al-Qaeda, and the Assad regime. What has happened in Syria? Sorry, I've gone too far. Donc, comment a commencé cette alliance entre djihadistes et partis bassistes? C'est une alliance qui remonte à de nombreuses années, on pourrait dire des décennies, et qui ont permis ensuite aux anciens du parti basse de monter dans la hiérarchie de l'État islamique. Prenez par exemple al-Baghdadi, le calife autodéclaré de l'État islamique. À l'origine, il ne faisait pas expressément partie du parti basse, mais il a un diplôme d'une université prestigieuse irakienne. Et on ne pouvait pas avoir ce diplôme, en l'occurrence à l'époque, sans avoir des connexions d'un type ou d'un autre avec le parti basse. Donc presque tous ont eu une expérience, je dirais, du gouvernement, des institutions étatiques irakiennes. Certains avaient atteint des grades tels que colonel ou général dans l'armée irakienne. Donc on dit que c'est un acteur non étatique. C'est faux. Il y a des composantes tout à fait étatiques et on le voit dans ce qu'ils font. On le voit dans le fait qu'ils savent mener des guérillas, ils savent mener des opérations terroristes, ils savent faire du contre-renseignement, ils savent faire du renseignement, ils savent déloger les espions, ils savent recruter également parmi la population locale, ils savent comment, en faisant avancer leur colonne militaire, conquérir les populations locales aussi pour qu'elles se mettent de leur côté. Un autre composant, la Syrie. J'ai parlé d'Al-Qaïda en Irak, il y a un lien avec la Syrie bien sûr. Il faut savoir que pendant une dizaine d'années, les opérations d'Al-Qaïda en Irak bénéficiaient de la connivence et du soutien tout à fait express et concret de la Syrie, puisqu'ils arrivaient par un aéroport à l'est de la Syrie, ils transitaient par des abris, en tout cas des lieux, des centres qui étaient, pour l'anecdote, tenu par le beau-frère d'Assad, qui organisait également cela. Et ensuite, il passait à la frontière irakienne pour lutter, alors certes contre les Américains et la coalition internationale, mais également pour frapper, jusqu'en 2009 en tout cas, les institutions, elles, étatiques du gouvernement maliki, frapper le ministère des Finances, frapper le ministère de la Santé. Donc cette espèce de coalition macabre s'est dessinée avec les djihadistes et les bassistes. Et Al-Qaïda, justement, profitait de cette alliance. So in Syria, what we see today is a combination of what in U.S. intelligence terms is known as blowback, a former proxy or ally essentially turning its ire and its weaponry on you. I mean, the U.S. suffered this in Afghanistan with the Mujahideen. But there's another element to this too. How is it that Assad, who bills himself as a counter-terrorist and a partner of the West in counterterrorism, has allowed 1/3 of his country to be conquered by ISIS? Well, the answer to this is simple. For a long time, Assad and ISIS were not fighting each other. The reason for this was from the very beginning of the Syrian revolution in 2011, the regime billed this as a complete al-Qaeda conspiracy. One, of course, abetted by Saudi Arabia, the United States, and Israel. And it did everything it could to encourage the rise of Salafi jihadism.
letting them out of jails. The guys that had been sent to Iraq, when they came back to Syria, they were arrested and thrown into Sednaya, Adra prison. A lot of these guys were let out. Attacking the Sunnis, the majority sect in Syria, in such a way as to radicalize their number. I mean, forcing them to commit sacrilege. There is no God but Bashar. There is, Hezbollah forcing Sunnis to say this on the ground in Syria. This sounds bizarre because we think of states as being inherently anti-terrorist, but it doesn't always work that way in the Middle East. Let's bring it to the present day. You got wherewithal here? Or? Yeah. Okay. What the U.S. learned in Iraq was you cannot defeat Sunni jihad without Sunnis. This was the Al-Anbar awakening, which began, actually it started much earlier than 2006, but it happened at the local level. And it was essentially Sunnis rising up and say, we would rather cut a deal with the foreign occupier, the United States, than live for one more minute under the brutal medieval reign of Zarqawi's thugs. The difference today is there is no 101st Airborne Division. There is no 1st Armored Brigade on the ground in Iraq. What you have instead is a defunct and corrupt Iraqi security force that fled Mosul in the wake of 30,000 fighters, at least on paper, disappeared in the face of hundreds of advancing ISIS columns. And more importantly, sorry, I have to give... Donc la situation aujourd'hui en Syrie, c'est, pour appeler ça le retour de manivelle, c'est quand des alliés, des anciens alliés se retournent contre leurs partenaires, retournent leurs armes, retournent leur colère contre leurs partenaires. Les Américains avaient déjà connu ça en Afghanistan avec les Moudjahidines. Il faut également comprendre que Assad, qui se prétend contre-terroriste, luttant contre la menace terroriste, a quand même laissé l'État islamique envahir un tiers de son territoire, du territoire de son pays. Finalement, c'est assez simple, parce que pendant très longtemps, Assad n'a pas vraiment combattu l'État islamique. Jusqu'en 2009, disons, il prétendait que c'était l'œuvre d'une cabale, disons, menée par les Saoudiens, menée par les Américains à Israël. Mais pendant ce temps-là, il a nourri, en fait, en sous-main, le salafisme. Il a fait libérer beaucoup de détenus salafistes de prison. Il a également attaqué les sunnites, donc la majorité tout de même, en Syrie, et pour les radicaliser. Pour attiser justement leur sentiment d'injustice et par exemple en organisant des campagnes par le Hezbollah qui obligeaient les sunnites à se rallier à Bachar en disant Bachar est le seul Dieu. Bon, voilà, une sorte d'humiliation de la population. Et c'est assez étrange parce qu'on peut avoir le réflexe en tant qu'occidentaux de se dire un acteur étatique n'a pas vocation à soutenir le terrorisme, a plutôt vocation à lutter contre le terrorisme. Donc les États-Unis ont compris finalement cela, ont compris une chose pour lutter contre le djihadisme sunnite, c'est qu'il fallait avoir les sunnites de leur côté. Déjà en 2006, ils l'avaient vu, les sunnites à l'époque avaient une réaction tout à fait compréhensible, c'est-à-dire entre la coalition américaine et les pratiques médiévales de Zarqawi, on ne se pose même pas la question, on préfère rejoindre les Américains. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait la 101e division, il y avait des brigades américaines qui étaient là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a une armée irakienne qui est totalement en déliquescence. Soi-disant, il y avait 30 000 combattants irakiens, enfin soldats irakiens qui étaient aux alentours de Mossoul, qui ont complètement disparu dans la nature face à quelques centaines de djihadistes. So look at the lay of the land between Syria and Iraq. Why is the coalition failing in the war? Why 1 year in, ISIS in June of 2014, they controlled 2 provincial capitals in the Middle East. Now they control 3. The answer is simple. There is no Sunni Arab ground force in Iraq or in Syria that is being backed by the United States and backed with a military presence by the United States on the ground to guarantee their safety and provide them close air support. The armed components in Iraq that are fighting ISIS, mostly Shia militias, most of them backed by Iran's IRGC, most of them deeply, deeply mistrusted by the Sunni populations in Ramadi, in Mosul, in Tikrit, which has been, the tactical victories masquerading as strategic victories. This is the problem. In Syria,
You know, the FSA has been almost categorically destroyed. We saw today Russia claimed they were bombing ISIS. They actually bombed the FSA in Homs, killing a US-backed, CIA-backed rebel commander who defected from the Syrian military several years ago. The goal was to destroy any credible opposition to Assad rule, and in Iraq under Maliki to ensure that the Sunnis could never actually take over the country again or never actually rise again. This is the reason. There's a sectarian element to this. There is just a simple human factor to it. You would rather cut a deal with a brutal totalitarian mafia organization that promises to leave you alone and that is consistent of your own co-religionists than work for a rival sect which will do ethnic cleansing, which will rape your sons and daughters in prisons, which will burn you alive in homes. These are what these other groups are doing. The National Defense Force in Syria, working with the Syrian Shabiha, the armed mercenaries and the Syrian military, they lock whole Sunni families in their houses and they set the house on fire. You just don't see it on CNN because unlike ISIS, they don't exhibit these atrocities. But on the ground, it is felt very deeply by the local populations. That is why they let ISIS in. You know, you find groups in Deir Zor, or populations in Deir Zor, Palmyra, who say, we'd rather live under ISIS rule than live under Assad. This is why this war is not succeeding. All the lessons we learned in 2004, 2006 have been forgotten. Or if they've not been forgotten, they just haven't been reapplied. Ainsi, la situation, après un an d'intervention, est la suivante. On voit qu'en juin 2014, l'État islamique contrôlait 2 capitales de province. Maintenant, c'est 3. Et encore une fois, c'est assez simple. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de force arabe sunnite sur le terrain capable de résister, qui serait, j'entends par là, soutenue par les Américains, qui serait soutenue au sol et qui bénéficierait d'un soutien aérien également, d'une protection aérienne. Ce qu'il y a sur le terrain, ce sont des milices chiites qui viennent d'Iran. La méfiance est à son comble avec les sunnites, bien sûr, irakiens. On le voit à Ramadi, à Mossoul, à Tikrit. On a eu là des victoires dans ces 3 villes tactiques, mais qu'on a présentées comme des victoires stratégiques, alors que ce n'est pas le cas du tout. Le FSA a été bombardé à Homs, par exemple, et des frappes qui, soi-disant, visaient à lutter contre les djihadistes, ont juste abouti à la mort d'un commandant rebelle qui était soutenu par les États-Unis et la CIA qui a péri lors de ces attaques. Donc clairement, le but est de détruire toute opposition à Assad, comme le but avant était de détruire finalement le gouvernement de Maliki. Il faut comprendre le facteur également confessionnel et il faut comprendre la réaction aussi des populations. Il est évident que les populations vont préférer se mettre du côté, certes, d'une mafia, mais qui dit, on va vous protéger si vous vous conformez à nos exigences, bien sûr, mais ils sont de la même confession, plutôt que d'aller vers une force d'une confession différente, qui va pratiquer des nettoyages ethniques, des viols, qui va mettre à feu et à sang des régions entières. On le voit, par exemple, avec la force Shabiya en Syrie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce sont des mercenaires, des milices armées, qui enferment les gens dans leur propre maison et puis qui y mettent le feu. Ça, on n'en parle pas, on ne le voit pas sur CNN, parce qu'on ne montre pas ces images. L'EI n'a pas ses scrupules et justement diffuse à l'envi ces images, d'où son succès. On le voit par exemple dans la ville de Deir ez-Zor, près de Palmyre. Les gens ont choisi de vivre sous le joug de l'État islamique, ou préfèrent vivre sous le joug de l'État islamique plutôt que sous le joug d'Assad. C'est quelque chose qu'on aurait pu comprendre dès 2005-2006, mais ça n'a pas été fait. So, in conclusion, the West has forgotten the hard lessons it learned through almost a decade of blood and treasure expended in Iraq. All that epistemology out the window. ISIS has learned from its mistakes and learned very well. And you need only look at its propaganda. The videos it puts out, which are very carefully crafted and produced, like Hollywood trailers for blockbuster summer films. One of the bulwarks of their propaganda is to forestall another awakening, because they understand if the Sunni tribes rise up against them, they're finished. What do? They go around in western and central Iraq, dressed as Iraqi security force personnel, knocking on the doors of the sheikhs from the tribal councils that had partnered with the Americans and with Maliki. They let them in thinking it's guys from the government. Then they make them confess on camera
to your sins, your collaboration with the Rafida and the Crusaders and the Jews. And these guys confess, and then these sheikhs and their sons have to dig a mass grave, and then everybody's beheaded and dumped in the grave. Okay? That's the stick. The carrot is those images counterposed with mass repentance rallies in Sunni mosques. In Mosul, now in Fallujah, in Ramadi. What are the mass repentance rallies? If you worked with the government in Baghdad, and if you partnered with the Iranians and the Americans in this country, all will be forgiven. You tear up your ID cards, you turn in your Kalashnikovs, you beg forgiveness, and you pledge undying loyalty to Abu Bakr al-Baghdadi and to the Islamic State. But if you don't do that and we get to you first, see the first image. Mass graves and your head comes off. This is a very, very powerful tool at their disposal. And they know, I mean, I do have a little French, faute de mieux in Iraq and Syria. There is no alternative for these populations because they fear the so-called liberator even more than they fear the Islamic State. Donc pour conclure, effectivement, les leçons qui avaient été durement engrangées par l'Occident, par les États-Unis en Irak, ont été totalement dilapidées, enfin perdues. L'État islamique a bien appris par contre, on le voit dans ses vidéos de propagande, une vidéo très produite, très léchée, on pourrait presque dire, c'est reprenant tous les codes hollywoodiens. Un des éléments justement qu'ils ont bien compris, c'est qu'il fallait qu'ils empêchent un nouveau soulèvement. Pour ce faire, la technique qu'ils emploient, c'est qu'ils se rendent dans des provinces de l'ouest et du centre de l'Irak, déguisés en représentants officiels du gouvernement irakien. Ils vont frapper à la porte des cheikhs qui dirigent les conseils tribaux, et puis ils leur demandent de faire une confession filmée. Alors bien sûr, ce sont des tribus qui ont pactisé selon leur vue, avec l'ennemi, avec les Américains, avec les croisés, avec les Juifs. Donc il leur demande de faire cette confession, et puis ensuite, ils creusent une fosse commune, et tout le village est décapité. Alors, c'est l'approche du bâton et de la carotte, on pourrait dire, ça c'est le bâton. L'approche carotte, c'est ces cérémonies qu'on voit, cérémonies massives, on envoie des images à Mossoul, à Fallujah, à Ramadi, où on demande de faire pénitence, finalement, de se repentir en masse. On demande justement de déchirer les cartes d'identité irakiennes, de jeter ses armes, les Kalachnikov, et de faire allégeance à al-Baghdadi. Et sinon, si le mouvement, c'est-à-dire ne vient pas de la population, le message, c'est que l'EI viendra vous trouver, et là on en revient à la première image. Donc, en français dans le texte, faute de mieux, on préfère se mettre du côté de l'État islamique plutôt que du libérateur. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation très précise et assez inquiétante, puisque si vous abordez effectivement la façon dont comment on en est arrivé là, on voit une situation extrêmement bloquée pour l'instant. Alors peut-être Nicolas Hénin, pourriez-vous un petit peu poursuivre les éléments? C'est-à-dire que là, on voit dans la lecture de Michael Weiss le régime syrien qui aurait donc pactisé avec les djihadistes, c'est ce qu'il dit. Le processus de radicalisation des sunnites d'un côté et des chiites de l'autre, en fait une confessionnalisation du soulèvement qui n'était pas le cas au départ. Et j'aimerais juste citer une phrase de votre livre à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez en nous éclairant sur les précédents points. Vous citez un opposant syrien démocrate et laïque qui dit « Pour moi, il est clair depuis longtemps que l'Occident ne veut pas la chute du régime. Le conflit est bloqué dans les deux sens. Donc c'est une situation qui plaît à l'Occident. La seule chose qui le gêne, c'est qu'il préférait que Bachar n'ait pas autant tué pour pouvoir le soutenir comme il soutient Sisi en Égypte. » Cette phrase, c'est l'illustration de l'état de désespoir dans lequel sont plongés aujourd'hui les Syriens et une grande partie d'Irakiens, notamment les Arabes sunnites, et qui est le terreau de recrutement de l'État islamique. Il y a une autre phrase que je pourrais vous citer, comme disait il y a quelque temps un de mes amis syriens, c'est
l'État islamique est plus encore que l'ennemi des Syriens, le reflet sombre de son désespoir. Une autre phrase que j'aime bien pour illustrer à quel point ces Syriens ont été poussés par la violence féroce de la répression dont leur révolution a été victime, c'est que si le Dalai Lama avait été syrien, aujourd'hui, il serait djihadiste. Mais bon, je suis journaliste et par conséquent, je me permettrai de rebondir, de revenir, d'accrocher mon propos sur l'actualité et sur les frappes aériennes qui ont été menées aujourd'hui par l'armée de l'air syrienne. Si je voulais être un petit peu cruel avec nous, je dirais que la Russie est un petit peu notre mauvaise conscience. Ce n'est jamais que la caricature de la façon dont nous faisons du contre-terrorisme. C'est-à-dire avec violence et avec un manque de discernement qui, au final, rend notre action contre-productive. Vous savez, en matière stratégique, et a fortiori lorsqu'il est question de contre-terrorisme, et là je parle sous l'autorité d'un général qui me lance un regard de travers, il est particulièrement important de se pencher sur l'histoire, sur l'anthropologie, sur les données culturelles. Parce que c'est ça, beaucoup plus que n'importe quelle munition, que n'importe quel missile, qui permettra de détruire l'ennemi. En l'occurrence, j'aime bien, parce que j'aime bien les petites phrases, vous avez vu, j'aime bien également citer cette phrase du général Tlass, qui est un ancien commandant de la garde républicaine syrienne, donc un ancien haut officier de Bachar, qui a fait défection à Paris relativement tôt, après le début de la Révolution. Et il me disait, vous savez, l'État islamique, c'est une abaya. Donc ce manteau arabe que portent les femmes. Il n'est grand que du vent que vous soufflez dedans. Arrêtez de lui de souffler dans la voile et il retournera à son état de tissu par terre, comme ça. En l'occurrence, qu'est-ce qui fait la force de l'EI ? 1. Sur le terrain, le vide. La délégitimisation de l'État a commencé par ses forces de sécurité. Délégitimisation qui a été travaillée par les djihadistes, et je vous renvoie à cet essai, à ce pamphlet, Idarat at-Tawahush, l'administration de la sauvagerie, pamphlet que vous verrez développer aussi bien dans ce livre que dans celui-là. Ce qui fait que lorsque l'État islamique conquiert un territoire, il va être vu, en général, pas forcément bien, parce que ça reste un occupant, mais moins mal que les forces de sécurité qu'il a chassées de ce territoire. Donc ça, c'est sur le terrain, là-bas. Et puis, chez nous, dans nos opinions publiques, ce qui fait la force de l'État islamique, c'est la façon dont il s'impose à notre agenda, par sa communication extrêmement provocatrice. Il est surprenant de voir que l'État islamique a tué entre 7 et 10 fois plus de civils que le régime de Bachar el-Assad depuis le début de cette révolution. Malgré tout, si on faisait un sondage, bon peut-être, nous sommes entre personnes intelligentes, donc peut-être pas dans cette pièce, mais parmi les Français, si l'on faisait, ou les Américains, si l'on faisait un sondage, qui est le principal criminel aujourd'hui au Moyen-Orient, nous aurions certainement une réponse massive désignant l'EI. C'est le résultat de sa politique de communication qui provoque dans la terreur, là où, privilège du fort, le régime, lui, dissimule ses crimes. En tout cas, n'en fait pas l'exposition. Excusez-moi, j'écris comme un cochon, j'arrive pas à me relire. Enfin,
Voilà. Et à quoi, voilà. Je vais finir juste sur ce deuxième point. À quoi sert cette extrême provocation? Eh bien, à nous pousser à réagir en perdant la raison, en perdant la rationalité, en arrêtant de regarder justement l'histoire, l'anthropologie, la culture, en se disant « Flûte, c'est lui, il est dangereux, il me menace, vite, 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 il faut que je fasse quelque chose. » Et cette action a toutes les chances, faite prise dans la panique et sous la menace, au bout du canon, a de très fortes chances d'être contre-productive. Et c'est malheureusement ce que nous faisons très largement. Vous n'avez pas abordé les aspects plus directement liés, je dirais, à ce qui a été fait par la coalition. Bon, aujourd'hui, on a quand même des axes qui se sont dessinés au niveau Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons une intervention contre l'EI qui n'est pas accompagnée d'un projet politique. Résultat, elle est retournée par la propagande de l'EI. Résultat, elle n'a pas d'effet significatif, massif sur le terrain, à part certaines actions de containment, mais elle est retournée par la propagande de l'EI. Que peut dire l'EI aujourd'hui? Regardez, nous sommes confrontés à une coalition de 80 pays, dont 25 actifs militairement, qui nous bombardent depuis plus d'un an, et malgré tout, nous ne reculons pas, ou si peu. C'est pas la preuve que nous avons Allah avec nous? C'est pas la preuve que notre combat est juste et qu'il y a quelque chose de supérieur, une sorte de soutien supérieur? Voilà le problème. On dit souvent, on parle souvent également de la peur du vide. Il ne faudrait pas que le régime tombe parce que la nature a horreur du vide et ce seraient les pires personnes qui s'installeraient à Damas. Le problème, c'est que si nous combattons l'EI et le faisions reculer sans avoir de projet politique, la nature ayant horreur du vide, la même limite s'imposerait. Et nous pourrions avoir à la place quelque chose, et oui, mesdames, et oui, messieurs, de pire que l'EI qui arrive. C'est même possible. Merci beaucoup, Nicolas Hénin. Samir Aïta, est-ce que vous souscrivez donc un petit peu à la description qui est faite, notamment des liens entre le régime et les différents groupes djihadistes, et d'une certaine façon l'instrumentalisation qui a été faite par le régime syrien de la lutte contre le terrorisme telle qu'elle vient d'être décrite? Et est-ce que le débat qu'on a aujourd'hui au niveau de la communauté internationale, où tout tourne autour finalement de Bachar el-Assad, soit le ni français, c'est-à-dire ni Bachar, ni l'État islamique, soit tout sauf le i, mais avec Bachar, par exemple, pour l'Iran ou la Russie, ou alors une approche pas très claire encore de l'administration américaine sur le sujet. Comment un petit peu voyez-vous les choses par rapport à ça? Est-ce que le débat il doit tourner autour du régime ou pas? Merci. Pour une réponse rapide sur la question compliquée, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord et d'autres pas. C'est-à-dire que le régime syrien a utilisé Al-Qaïda pendant un certain moment pour contrer les Américains en Irak, ça c'est vrai. Mais ce qui m'étonne, c'est le silence que c'était Al-Qaïda amené par l'Arabie Saoudite et les Syriens, les services secrets syriens agissaient pour compte de l'Arabie Saoudite qui toutes deux avaient peur d'un développement conjoint des Américains et de l'Iran pour contrôler l'Irak. La plupart des gens sont venus de là. Les grands absents des deux discussions que j'ai entendues, le régime syrien, Bachar el-Assad, c'est un sanguinaire tuant, etc. Ça, je suis d'accord. Mais EI est en connivence avec la Turquie. Elle exporte le pétrole via la Turquie. Elle importe les Toyota qui font effrayer tout le monde. On met les mitraillettes. On ne parle pas de la Turquie, comme si ça n'existe pas. Et je dirais tout ça, c'est financé aussi par des réseaux partant du Koweït, principalement, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. Donc, la réalité est un peu plus complexe, mais je voulais quand même apporter un éclairage un peu différent. Bon, il ne faut pas se poser la question de l'EI uniquement à travers le spectre syrien, ce qui a un peu tendance.
L'EI n'est pas presque un État, c'est un État. D'ailleurs, la bagarre qui s'est faite entre Jabhat al-Nusra et l'État islamique, ils étaient ensemble à un certain moment, s'est faite précisément sur ce thème-là. L'EI ayant dit « nous allons occuper des territoires et les gérer », Nusra a dit « non, 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 nous voulons rester un mouvement combattant ». Or, les deux sont de la même idéologie, et d'ailleurs, l'EI ne respecte de combattants que les gens d'Al-Nusra. Ils les mettent dans des couffins blancs quand ils tuent des adversaires, alors que tous les autres, même Jabha al-Shami ou Ahrar al-Sham, ils les jettent dans les poubelles. Donc, l'EI est un État. L'État islamique gère le barrage de l'Euphrate, distribue l'électricité au régime, aux rebelles, et tout le monde fait des échanges avec les autres. Gère les poubelles, gère la monnaie, gère a des services secrets. Donc l'aspect qui était raconté sur les tribus est précis, mais il est plus général, c'est-à-dire un service secret, il gère la population, c'est-à-dire il sait faire des alliances, des allégeances, garder la neutralité de ceux qui ne le poussent pas. Et c'est une organisation militaire d'une grande efficacité. Donc, l'EI est un État qui traite avec tous les autres États. Et même, c'est un des plus forts. C'est-à-dire, il traite avec l'État syrien, il traite avec l'État turc, il traite avec l'Arabie saoudite, il traite même avec l'Iran, il traite avec les États-Unis, peut-être avec la France, mais je ne sais pas. Alors, le fait qu'il soit un ordre, un État, est important. M. Henna a dit quelque chose à propos que les gens préfèrent parfois l'État islamique. Ça, c'est vrai. Dans le chaos ambiant créé par les États-Unis en Irak et créé par ce qui s'est passé en Syrie, en fait, c'est le seul ordre. C'est le seul ordre qui fonctionne dans la Syrie aujourd'hui. Et c'est un ordre d'une étonnante efficacité. Il résulte de la combinaison de l'ancien État irakien et de l'EI. Je vais vous raconter une histoire qu'un grand fonctionnaire, pour ne pas le nommer, des Nations Unies, d'ailleurs parisien, pendant les premières périodes d'occupation de l'Irak, m'a raconté. C'est au moment où on a aligné tous les officiers irakiens pour leur donner $300 pour les démissionner, des généraux, des maréchaux, des machins comme ça, que finalement, après son intervention auprès de Paul Bremer, que les grands officiers l'ont appelé et lui ont dit « Vous allez voir ce qu'on va faire. Et on va mettre toute la région à feu et à sang. » Donc c'est la vengeance de l'ancien État irakien combiné avec Al-Qaïda. Il a l'efficacité d'organisation de l'ancien État irakien, 13 ans d'encerclement, de sanctions, de bombardements, etc. Et il reconstruisait les ponts chaque fois que les Américains les détruisaient en l'espace de 6 mois, alors que l'État irakien actuel n'est pas capable de faire un pont, n'est pas capable d'amener de l'électricité, je dirais dans le chaos aujourd'hui, plus le réseau d'Al-Qaïda qui est très, très efficace. Donc c'est le seul État ordonné dans des États en faillite. L'État irakien est en faillite, l'État libyen est en faillite, l'État syrien est en faillite, l'État libyen est en faillite, l'État égyptien tient sur je ne sais pas quoi. Et c'est une faillite organisée. Il y a un phénomène qui se passe. Bon, on peut raconter l'histoire de la Syrie, mais la révolte est née d'une révolte des jeunes qui veulent la liberté, la dignité, etc. Les puissances étrangères, y compris régionales, ont répondu en disant on va bombarder, comme on a fait en Libye. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça en Libye. Et donc, dans le chaos, des choses comme l'État islamique vient s'installer. Il est efficace d'une manière exceptionnelle et je ne crois pas qu'on ait transpercé, malgré tous ces livres, tous ces mystères. On n'a pas encore compris complètement, il faut être honnête, tout le fonctionnement de l'État islamique et comment se fabriquent ces réseaux. Autrement, il aurait disparu. Autrement, il aurait lui aussi sombré dans le chaos des autres
Alors, une des raisons, c'est vrai, de son efficacité réside dans sa radicalité, dans la radicalité de l'islam, etc. Et c'est une des difficultés par rapport à ce qui a été posé sur il n'y a pas d'armée sunnite qui pourrait combattre le I. Cette radicalité n'existait pas en Syrie. Elle a été que minoritairement. Elle a été poussée volontairement par le Qatar et l'Arabie saoudite avec des cheikhs du genre Kaddawi et d'autres, etc., excitant la foule tous les jours, etc., pour faire changer la demande des gens de liberté et démocratie à une demande nous sommes la majorité des sunnites et on veut avoir le pouvoir. Ce qui sont deux approches complètement différentes d'une révolution, si elle s'appelle révolution. Cette radicalité existe même chez les frères musulmans. Il faut rappeler quand même que cette radicalité a existé en 1979 avec un mouvement qui s'appelle l'avant-garde combattante, branche des frères musulmans, qui a initié avec l'aide des services secrets irakiens à l'époque les combats à Hama qui ont conduit à la répression sanglante de la même manière, etc. C'est pas pour défendre le régime, mais ça, c'est les fondements aussi d'un conflit qui est là depuis très très longtemps. L'État islamique est une projection d'un nouvel ordre régional. Quand vous discutez avec certains responsables turcs ou autres, ils disent finalement c'est l'État des sunnites, on renversera le régime de l'État islamique quand il sera établi, et puis il deviendra un peu plus modéré. Peut-être. Mais il se nourrit du chaos ambiant et il ne peut être combattu qu'avec un ordre qui est plus efficace que lui. L'armée irakienne est sectaire aujourd'hui. On peut avoir une armée formée, si vous voulez, d'une minorité. Ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle ait des règles justes et qu'elle applique des règles justes partout. Le club des militaires en France viennent tous d'un certain milieu, mais ils n'appliquent pas la loi du milieu, ils appliquent la loi de l'État. L'important, c'est qu'une armée dans la région, ou les armées de la région, et pas une armée étrangère, parce que n'importe quelle armée étrangère venant sur le terrain, pas seulement les américaines et les françaises, mais aussi celles du Golfe, ne pourront que s'engloutir dans ce marais en Irak et en Syrie. Seules les armées de la région peuvent être, en les réformant, l'armée irakienne et l'armée syrienne, venir à bout de l'œil. Et c'est un projet, comme disaient certains grands spécialistes américains, à l'échelle de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et très compliqué à faire. Dernière chose, on ne peut pas se débarrasser de l'EI sans se débarrasser d'Al-Nosra. C'est-à-dire, l'histoire de l'armée libre syrienne qui a été parlée, on a empêché, et justement, et les États-Unis, et la Turquie, et la Jordanie, qu'on forme une armée, dans le sens armée d'opposition. Tous les officiers ont été cantonnés en Turquie et en Jordanie. On a laissé ça se décomposer en milliers de milices un peu partout. La plupart sont radicales, et les plus radicales étant les plus efficaces. Aujourd'hui, regardez la différence. Raqqa n'a pas été prise au régime par l'EI. Raqqa, qui est la capitale aujourd'hui de l'État islamique, a été prise à Jabhat al-Nusra, qui l'avait occupée du régime avant. Est-ce que tu peux juste finis avec ça. Ce que c'est que Jabhat al-Nusra? Le front, c'est une partie d'Al-Qaïda qui est d'ailleurs, elle, qui a le label officiel d'Al-Qaïda, de Ayman al-Zawahiri, qui était la même mouvance que l'État islamique, sauf que les liaisons avec ce que j'appelle les officiers irakiens étaient beaucoup moindres, donc c'est une partie d'Al-Qaïda qui s'est transformée avec les officiers irakiens. Al-Nosra contrôle une région, aujourd'hui en Syrie, avec notamment la prise de la ville d'Idlib. Et je voulais faire juste, pour finir, la comparaison entre Raqqa et Idlib. Raqqa, aujourd'hui, est la capitale de l'État islamique. Il y a 500 000 réfugiés d'autres régions qui vivent dans la région de l'État islamique.
réfugiés qui viennent dans l'État islamique. Alors que Al-Nusra n'a pas été capable de gérer sa victoire à Idlib, et tous les habitants, enfin la plus grande partie des habitants de Idlib, sont partis à l'extérieur. C'est une différence dans l'analyse du comportement des organisations entre guillemets terroristes. Si je peux me permettre, il y a une énorme différence. Le Raqqa n'est pratiquement pas bombardé par le régime. Idlib a été pilonné par le régime depuis sa chute. Il faut pas voir que dans la bonne gouvernance présumée des deux mouvements derrière ces mouvements de population. Il y a du vrai dans cela, je vous en remercie, mais il y a aussi de la mythologie. Parce que je dirais, vous voyez dans les mêmes images sur YouTube, Raqqa est depuis plus longtemps, alors que Idlib c'est tout nouveau. Je dirais, les bombardements sur Raqqa, y compris sur la population civile, sont fréquents depuis très très longtemps. Et la critique contre le régime, c'était qu'il bombarde plus les civils que les forces de l'EI à Raqqa. Donc là, il y a beaucoup de storytelling, je dirais, entre l'opposition, les pro-régimes, le machin, etc. Mais retenez une chose, l'État islamique n'est pas un phénomène passant, c'est un État. C'est une vraie organisation. C'est la vengeance de Saddam Hussein après sa mort. Merci Samia Aïta. Général, je ne sais pas de quel courant vous êtes dans l'armée française, mais je ne sais pas... Courant républicain et démocratique. Parfait, très bien. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Là, on rentre de plus en plus dans les détails. Vous voyez un petit peu quelle est la chose, enfin, disons, l'épine dans le pied de la communauté internationale, qui, comme l'a décrit Nicolas Hénin, est largement à l'origine de l'expansion, finalement, dans sa façon de réagir. Elle alimente, Michael Weiss l'écrit également dans son livre, alimente complètement l'expansion, et l'EI se nourrit de ces erreurs. Alors comment, vous qui êtes un spécialiste de la stratégie militaire, qui observez ça depuis des années, comment est-ce qu'on peut imaginer on sait très bien que ce n'est pas militairement que l'organisation sera défaite, on sait qu'aussi elle gagne les cœurs et les esprits, mais précisément, comment vous, un militaire, compte tenu de ce qu'on vient de décrire, penseriez-vous que les armées de la coalition devraient agir pour, je dirais, obtenir des avancées au moins? Merci à vous. Anne, d'abord, je voudrais féliciter le public d'être ici, parce que je crois que dans cette affaire qui est très compliquée, il faut comprendre et ne surtout pas attendre de communiqués militaires et politiques la compréhension. On sait que les deux premières victimes de la guerre sont toujours le plan et la vérité, et on voit bien que cette guerre-là, c'est exactement l'exemple. Aucun plan ne marche et tout ce qui est dit est faux. Donc je crois que c'est bien de se faire une idée. Ce qui s'est passé avant Ramadi et Palmyre, moi, ça me faisait penser au général Westmoreland qui, à côté du président Johnson, disait « Nous tenons complètement le Vietnam, nous avons gagné la guerre. Après, c'est l'offensive du tête et puis les Américains s'en vont. » Là, c'est la même chose. On voit l'état-major américain qui dit « Tout va bien, nous gagnons. » Et puis, il y a Palmyre qui tombe. Et puis Ramadi, alors peut-être font-ils ça pour donner raison à Clémenceau qui disait « On n'a jamais autant menti qu'avant une élection, après une chasse et pendant la guerre ». Et c'est vrai que ça se passe comme ça. Alors, il y a quand même quelques bonnes nouvelles qu'on a eues ce matin. On a vu que le programme Train and Equip américain fonctionnait bien. On a vu qu'ils avaient dépensé 500 millions de dollars et qu'ils avaient formé 5 combattants. Ça nous amène donc à un combattant vaut 100 millions. Un combattant vaut 100 millions. Or, pour reprendre les vallées de l'Euphrate et du Tigre, si on ne s'occupe que de l'Irak, il faut au moins 100 000 hommes. Donc on voit que la dépense à venir est de l'ordre de 10 millions de milliards. Donc on n'a pas fini. Donc on voit bien qu'on n'est pas vraiment parti dans la bonne voie et qu'effectivement il faut se poser la question autrement. Heureusement, la justice française va nous aider puisqu'on voit qu'elle veut traîner Monsieur Assad devant le tribunal pénal international. Donc je vois qu'on prend les bonnes solutions, les Américains aussi, qui refusent de se coordonner avec les Russes dans l'espace aérien pour les frappes. Donc moi je crois qu'à un moment donné il faut arrêter le déni, voir quel est le problème et voir les choses simples. Donc moi je vais vous dire que les choses simples,
Et je crois que le stratège, moi je suis pas stratège, mais je crois que le stratège d'abord doit ramener le compliqué au simple. Ça me paraît essentiel. La première idée qui me paraît claire, c'est que le Moyen-Orient de Sykes-Picot est mort. Le Moyen-Orient est mort, et donc il faut bien envisager un nouveau Moyen-Orient. La Syrie est morte, la Turquie est morte parce que le Kurdistan va naître de cette crise évidemment. L'Irak va disparaître, c'est évident. Le Liban va souffrir. Donc je crois que d'abord il faut arrêter de se battre pour quelque chose qui n'existe plus, qui n'existera plus, et aller vers l'avant. Et je crois que c'est exactement le problème des Occidentaux. De tous les principaux membres de cette coalition. Pourquoi est-ce que Daesh avance et pourquoi nous reculons? C'est pas parce que nous sommes moins forts qu'eux, c'est parce que nous sommes moins puissants. Et qu'est-ce qui donne la puissance? C'est la vision et c'est la stratégie. Et je crois que le problème de cette coalition à 60 ou 80 pays, on ne sait pas exactement lesquels d'ailleurs, c'est qu'elle n'a pas de vision, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et tant qu'il n'y a pas de vision, on ne peut pas faire de stratégie. La force de Daesh, c'est évidemment la dispersion des efforts occidentaux et leur incapacité à s'entendre sur un état final recherché. On voit bien que toutes les grandes crises se sont terminées au moment où on commençait à voir leur fin, au moment où les acteurs essentiels se sont mis d'accord sur un futur. On cite, mais à juste titre, le cas de Staline et Roosevelt. Si ces deux autorités américaines et soviétiques ou russes ont gagné cette guerre, c'est bien parce que des conférences de Casablanca à Téhéran, à Potsdam, à Bretton Woods et à Yalta, ils se sont mis d'accord toujours, en permanence, sur un futur commun et qu'ils ont fait converger les efforts. Donc tant qu'on n'aura pas de vision commune, ça se passera mal. Et cette vision commune, on voit qu'elle est très très difficile à établir, évidemment, parce que trouver un compromis entre les intérêts de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, etc., c'est évidemment très compliqué. Mais tant qu'on ne l'aura pas fait, on n'avancera pas. Pourquoi est-ce que Daesh avance? Parce que eux font de la stratégie, nous, on fait de la technique. Quand on va bombarder un camp d'entraînement, c'est très bien, mais c'est un acte technique. Et vous pouvez accumuler des actes techniques et tactiques. De toute façon, si tout ça n'est pas conduit par une grande stratégie, on ne débouche à rien. Donc, on débouche sur rien. Donc, le premier problème aujourd'hui pour la coalition, c'est de se mettre d'accord sur une stratégie, ce qui suppose d'abord de se mettre d'accord tous ensemble sur un état final recherché. Et c'est bien pour ça que ce qui s'est passé à l'ONU, c'est tout à fait triste. C'était l'occasion peut-être de voir émerger un futur commun vers lequel les efforts aurait pu converger. C'est quelque chose qui a été raté. Ça, je crois que c'est tout à fait important. Alors, que faire maintenant militairement? Que faire militairement? On voit bien qu'il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps, puisque le temps qu'on ne gagne pas, c'est Daesh qui le gagne, et donc c'est pour ça qu'effectivement il faut continuer à essayer de contenir par les bombardements, puisqu'il n'y a que ça, il faut gagner du temps en contenant l'expansion de Daesh. Mais contenir l'expansion de Daesh, ça ne débouchera jamais sur sa destruction. Donc il faut autre chose. Il faut gagner du temps pour quoi faire? Il faut gagner du temps pour faire deux choses. D'abord pour arriver à trouver ce compromis, cette vision commune, qui vont polariser l'espace stratégique et qui vont permettre de faire converger les efforts. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'aura rien fait. Quelles que soient les factions, etc., on n'aura rien fait. Donc gagner du temps pour ça et gagner du temps pour mettre en place des armées qui seront capables éventuellement de régler le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas une armée au monde, ça a été dit, il n'y a pas une armée au monde capable de s'engager pour régler ce problème-là. Donc on voit bien qu'on a besoin de temps pour établir une vision, établir une stratégie et essayer de trouver une force capable de conduire l'action. Donc on voit bien ces deux temps. 1, la vision et la stratégie. 2, essayer de trouver une force. Et 3, s'engager. Je crois que c'est les 3 phases qui sont devant nous, mais je crois qu'il faut y aller franchement si on veut s'en sortir. D'accord. Et l'intervention décidée par la Russie, est-ce que vous pensez que ça va dans ce sens, c'est-à-dire de gagner du temps pour contribuer à contenir, alors même que d'une certaine façon, ça contribue à crisper les positions américaines et européennes? Bon, écoutez, moi, je crois qu'en stratégie, d'abord, il faut avoir le respect de l'autre. Ça fait longtemps qu'on méprise M. Poutine, ce qui nous a amené à ces réactions qu'on connaît un peu partout. 1, on le méprise. 2, on est faible, on l'a vu. Enfin, M. Obama est faible, etc. en Irak. Bon, à un moment donné, pourquoi est-ce que Obama, et pas Obama, mais M. Poutine est fort? Parce que lui a une vision stratégique. C'est bien le problème. Notre problème, c'est que Daesh a une vision stratégique avec une tactique très flexible. Et M. Poutine a une vision stratégique, il a une grande stratégie. Et il est bon. Et nous, on est mauvais parce qu'on est tous divisés face à lui. Alors, plutôt que de nous déchirer, de focaliser nos affaires sur Assad, je crois qu'il faut dire, 1, le roi est nu. Oui, ça fait un an que recule. Eh bien, décidons de quitter nos positions idéologiques et de nous mettre ensemble et de parler avec le diable avec une cuillère qui sera peut-être pas trop longue pour une fois.
On vient de parler de différents acteurs, mais on n'a pas parlé de des acteurs des pays arabes en fait qui font partie de la coalition, qui sont partie prenante. L'Arabie Saoudite a pris position clairement aujourd'hui sur le fait de ne pas contribuer à entretenir, enfin disons à soutenir le régime syrien par l'action russe. Est-ce que vous pensez que ça peut être également, Michael, une forme d'alternative ou que ça pourrait peser en tout cas dans l'évolution de la gestion du dossier? Well, I would be very surprised to see Saudi Arabia go to war with Assad, Iran, and Russia all at the same time, which is what a Saudi intervention in Syria at this point would be. Look, I think if we take a step back, because we're looking at this conflict as though it just arose in June of 2014 when ISIS came into Mosul. This has been brewing, as I mentioned earlier, for over a decade, but really accelerated in 2011 with the Syria crisis. And as of today, the Assad regime and its Iranian-built proxy militias control about 14 to 15% of all Syrian territory. It's a very slender sliver of a Levantine country that is in many respects the keystone state of the Middle East. The Saudis, the Qataris, the Turks, the Jordanians never really saw eye to eye on what to do about Syria. They had different opposing ideological agendas. The Saudis wanted to back, essentially the military defector corps that constituted a large part of the Free Syrian Army. The Qataris were backing the Muslim Brotherhood and increasingly flirted with Salafi jihadi groups such as Ahrar Sham and Jabhat al-Nusra. And the Turks opened their border. I mean, I do agree with that point. Even someone as undistinguished as myself was allowed to cross the Turkish-Syrian border. Anyone could get over there, and it was essentially a free-for-all. So it shouldn't be a surprise that Jihadistan in Syria has cropped up in the northern part of the country, whereas, and here I do have to give the rebels their due, in southern Syria, in Deraa, Quneitra, there's actually a fairly strong and influential moderate opposition, backed by Jordan, backed by the CIA. It's important to understand the U.S. has had two different programs. The Pentagon program, which is now dead, the Train and Equip, which gave us 4 to 5 guys in northern Syria, and the CIA program. The CIA program in southern Syria has been relatively successful. The Southern Front constitutes about 30,000 fighters. It's true they fight alongside al-Qaeda, but not with the operational command and control that al-Qaeda fights in the north. Do you want to just... Yeah, sorry. Alors effectivement, on parle des acteurs arabes dans ce dossier. Je serais effectivement très surpris de voir l'Arabie Saoudite donner la main au régime d'Assad et à l'Iran et à la Russie pour lutter contre la menace djihadiste. Vous disiez, si on met les choses un peu en perspective, si on prend un peu de recul, on a tendance à croire que juin 2014, c'est là que ça a commencé. En fait, avec la prise de Mossoul, en fait, ça a commencé, comme j'ai pu le dire, au moins 10 ans auparavant. Ça s'est accéléré en 2011 avec le début de la crise syrienne. Aujourd'hui, il faut savoir que les forces militaires, Assad, et grâce aussi au soutien militaire iranien, contrôle environ 13 à 14% du territoire, de son territoire. Alors pour un pays du Levant qui est finalement une pierre angulaire de la structure, je dirais, de cette région, c'est quand même très très peu. Les acteurs arabes, donc on a l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, la Jordanie. Ces acteurs-là n'ont jamais été d'accord avec le régime syrien. L'Arabie Saoudite souhaite soutenir des militaires qui ont quitté les rangs de l'armée syrienne. Le Qatar soutient plus Al-Nosra, par exemple, avec des liens avec les frères musulmans. La Turquie, pour sa part... Alors, la Turquie a ouvert les frontières. Pour vous dire, quelqu'un comme moi, qui suis vraiment quelqu'un de lambda, je dirais, a pu passer la frontière turque dans une telle situation.
C'est vraiment, c'était ouvert aux quatre vents, clairement. Donc, je ne trouve pas ça du tout surprenant de voir que dans le nord de la Syrie, les djihadistes se sont complètement épanouis, pour ainsi dire. Mais il faut reconnaître tout de même qu'au sud de la Syrie, il y a une force d'opposition modérée qui remporte des succès non négligeables. Ça découle d'un programme de soutien apporté par la Jordanie et la CIA. On en a parlé tout à l'heure. En fait, il y avait deux programmes organisés par les États-Unis de campagne de soutien. L'une par le Pentagone, Train and Equip, avec les succès effectivement qu'on a pu souligner un peu plus tôt. Alors ça concernait le nord de la Syrie. Et puis dans le sud, tout de même, des succès relatifs avec environ 30 000 combattants, alors qui certes sont alliés à Al-Qaïda, mais une alliance de circonstances et pas avec les représentants d'Al-Qaïda dans le nord du pays. But the key reason that the South has been more successful in terms of building a moderate opposition is it's more or less absent of ISIS. Look, the real elephant in the room, as we say, or the real absence here has been one of American leadership. You know, we can talk all the livelong day. You know, France had fighter jets in the sky in 2013 to drop bombs on Assad's military installations as a result of the chemical red line, which was violated in a capital city, mind you. Mr. Obama and Mr. Putin instead cut a deal by themselves. John Kerry called your president and said, Francois, turn the fighter jets around. All bets are off. The United States has been manic depressive on this issue. 2011, Obama says Assad must step aside. Well, nobody who knows the way the Syrian regime, 40 years of organized crime, mafia family rule operates can say, Assad, step aside. You know, we talk about the maintenance of state institutions. The Mukhabarat, the Syrian military, I mean, this is not a conventional Western-style government in any respect. You know, look at what's been taking place in Syrian prisons. This is why your government wants Assad in the ICC. Rats shoved into women's vaginas, people being electrocuted, boys and young girls being gang raped by the security services. These are the state institutions the United States has insisted must be maintained. As I said, Obama set a red line, did not enforce it. All of the allies, both regional and European, were waiting for the United States to do something, either in the form of a no-fly zone, just to give the civilian population, which, as we've discussed, suffered the worst under Assad, some measure of protection. So right now, look at the optics. The U.S. has fighter jets in northern Syria dropping bombs on Sunni terrorists. Assad is dropping barrel bombs on Sunni civilians. Russia is now dropping bombs on nominally U.S.-backed Syrian rebels, but not ISIS. Okay? And Iran and Russia and Hezbollah are setting up an operation command center in Latakia to coordinate. Putin goes to the GA and says, the only way to defeat this... Sorry. That's a lot, I know. Avant tout l'annuaire des intervenants. Donc, les raisons clés au succès de cette opposition dans le Sud, dont j'en parlais, l'opposition modérée, c'est qu'en l'occurrence, l'État islamique n'est pas très présent, relativement absent en fait, de cette région méridionale. Alors, l'éléphant dans la pièce, je dirais, ce dont on ne parle pas, c'est le manque total de direction montré par les États-Unis, en fait, le manque total de décision. On peut en parler toute la sainte journée de cette question. Le fait est que on sait qu'en 2013, la France avait positionné, était prête à lancer des attaques, des raids aériens, suite justement au franchissement de la ligne rouge dont on a parlé, c'est-à-dire les attaques chimiques contre son propre peuple. Mais face à ça, Obama et Poutine ont préféré signer leur accord entre eux. John Kerry a pris le téléphone, a appelé votre président François Hollande et lui a dit bon, on arrête tout, fini. L'opération ne se fait pas. Donc vraiment cette attitude totalement désorientée des États-Unis et surtout mal informée. Il y a eu un appel à ce que Assad quitte le pouvoir, mais c'est vraiment vraiment méconnaître la structure vraiment de crime organisé, de mafia tenue par une famille qui tient tout le pays. On ne peut pas juste dire du jour au lendemain, maintenant Assad quitte le pouvoir. Il faut comprendre aussi les exactions que font subir l'armée syrienne, les Mukhabarat, dans les prisons, exactions justement qui sont la raison pour laquelle la France souhaite traîner devant la Cour pénale internationale Bachar el-Assad, avec des tortures, des électrocutions, des gardes officiels gouvernementaux qui violent des enfants, des petits garçons, des petites filles, qui introduisent des animaux dans les vagins des femmes. Voilà ce qui se passe dans les prisons en Syrie.
Donc cette ligne rouge, cette fameuse ligne rouge des armes chimiques qui ne devait pas être franchie et qui devait donner lieu à une attaque, elle n'a donné lieu à rien du tout. Tous les alliés ont demandé ensuite aux États-Unis, ont essayé de se concerter avec les États-Unis pour une mesure peut-être moindre, minimum, c'est-à-dire la mise en place d'une zone d'exclusivité aérienne pour protéger au moins les populations locales. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On a des avions américains dans le nord qui larguent des bombes sur les terroristes sunnites, alors que Assad, lui, largue des bombes sur les sunnites civils. Putin goes to the UN and says the only way to defeat Islamic terror is for all of us to partner with Iran, Syria, and Hezbollah, two of the world's leading state sponsors of terror and an actual terror organization. So this is like something out of Alice in Wonderland, and we wonder why we don't have a strategy. We wonder why the coalition, is actually losing territory across this expanse of two countries. And I quite agree. This is the end of Sykes-Picot. The Middle East is never going to be the same again. So whatever the solution is, it's going to be short-term and it's going to be tactical and not strategic, at least for the foreseeable future, which is probably the next 5 years. Et donc face à ça, on a finalement Poutine qui va aux Nations Unies pour dire que la seule manière de défaire le mouvement terroriste, c'est de s'allier avec l'Iran, avec la Syrie, avec le Hezbollah, c'est-à-dire deux sponsors reconnus du terrorisme et un groupe terroriste. Donc c'est assez surréaliste, on se croirait un peu dans Alice au pays des merveilles, et on appelle ça une stratégie. Il ne faut pas s'étonner qu'on n'a pas de stratégie en l'occurrence. Donc la coalition perd du terrain. Effectivement, je suis d'accord avec la remarque sur le Moyen-Orient de Sykes-Picot, c'est fini, effectivement. Ce qu'on va avoir à court terme, c'est de la tactique, et quand je dis à court terme, je pense que c'est les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais prendre 3-4 questions. Si vous voulez bien vous présenter, et surtout, alors on n'a plus beaucoup de temps, donc simplement poser assez directement votre question pour qu'on puisse prendre le maximum de vos questions. Voilà, je crois qu'il y a un micro qui descend. Non ? Il n'y a pas de micro. Où ça ? Oui, mais il en a besoin. Qui veut... Alors, le monsieur devant. Merci. Je voudrais demander à monsieur Weiss pourquoi cette zone d'exclusion aérienne n'a jamais été installée. Y a-t-il une raison derrière? Pourquoi? Et comment peut-on dire que les États-Unis sont mal informés? Ok. Essayez de vous présenter quand vous intervenez. Une autre question, je vais prendre. Un monsieur là-bas qui... Voilà. Bonsoir. 2 questions en fait dans une. D'abord, une première question. Pour reprendre l'image du Vietnam, est-ce qu'il faut vraiment s'allier à Bao Dai pour remporter une victoire? Et ensuite, la deuxième question, c'est-à-dire est-ce qu'il faut poursuivre cette guerre de type colonial contre ISIS alors qu'on voit bien que ça ne marche pas quand on nous dit détruire? Et l'autre question, c'est comment expliquer qu'on a une telle disharmonie dans la politique américaine que Pentagone et CIA sont pas capables de se coordonner? On voit pas que ça qu'aux États-Unis. Je ne vois pas bien. Ah, monsieur là également. C'était le monsieur. Très petite question. Mais bon. On ne parle pas des chiites irakiens qui constituent, je crois, quand même plus des 2/3 de la population. Deuxièmement, pensez-vous, je n'ai pas bien compris, est-ce que la majorité des sunnites syriens soutiennent de cœur, en tout cas, l'EI? Et troisième question, avez-vous une idée du projet des républicains s'ils reviennent au pouvoir, des républicains américains? Bon. Ok. Une dernière, s'il vous plaît, merci, monsieur, et voilà. Merci beaucoup. Je voudrais juste me référer à un article qui a été écrit par M. Hassan, votre co-auteur, il y a 2 jours. Je voudrais un petit peu avoir votre avis. L'article parle
l'économie locale à l'intérieur des régions du nord-est de la Syrie, Deir ez-Zor et Raqqa, qui ont été complètement détruites par les bombardements depuis 1 an de la coalition. Et que ces gens qui vivaient d'une communauté locale qui résultait de l'absence éventuellement du vide de l'État syrien et des combattants à l'intérieur, ça veut dire que, y compris les raffineries, y compris les ponts, ils ne peuvent plus cultiver leurs terres et ils n'ont plus la possibilité de continuer à avoir des ressources. Donc il y a beaucoup de familles qui quittent actuellement la région. Il y en a d'autres qui poussent leurs enfants à aller dans l'État islamique pour gagner un salaire à la fin du mois de $400, de $500. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être réel actuellement en Syrie? Merci. Merci. Bon, il y a pas mal de questions qui vous sont adressées, Michael Weiss, sur les aspects américains. Well, with respect to the no-fly zone, this was an option very early on, 2012, when the regime started to use helicopters and attack jets, before even they started dropping barrel bombs. I called for one, a lot of analysts called for one. The pushback from the Obama administration was, well, we can't do it because it's not like Libya, because Assad's air defenses are so powerful. Now, I talked to many people who had worked in the Syrian military, including at the general level, Sunni and Alawite, and they thought this was the funniest thing they had ever heard. The Israelis bombed Syria from Latakia to Damascus with no interference whatsoever. They took out Assad's nuclear program in Deir ez-Zor in 2007, I believe. This was an excuse, and it's taken a while, but I think there's a creeping consensus of why Obama didn't want to get involved. His Middle East strategy, such as it is the U.S. just absents itself. We pull out, and local regional forces fill the vacuum. And hopefully, touch wood, this will create equilibrium. The Saudis will get along with the Iranians, the Turks will get along with the Qataris, and everything will be better the less America gets involved. Obama has said this in several interviews, one in the New York Times, the New Yorker, and the Atlantic. Another aspect of it, I know I'm going a little long, but I have to, he has one foreign policy objective, and he's achieved it. It was a nuclear deal with Iran, which he described as my Obamacare for term 2, but really the deal is a vehicle for something greater. And the something greater is that to which I alluded earlier, a kind of accommodation, entente cordiale with Iran, if not rapprochement, which he thinks he can get. And by bringing Iran into the regional security compact, which the United States has done by acceding to its hegemony in Iraq and in Syria, he thinks this will make things better. I think this is dangerous and naive. The Pentagon thinks this is dangerous and naive. A lot of U.S. intelligence officials believe the same thing. But this has been the policy, and he has another year and change left in office. It's not going to change. And now the no-fly zone, there's no chance of it because of Russia's intervention. And Russia knew that. That was about deterrence against the United States, not about ISIS. Sur la question sur la zone d'exclusivité aérienne, d'exclusion aérienne, pardon. C'est une option qu'on a évoquée dès 2012, lorsque le régime de Bachar el-Assad employait des hélicoptères, des avions, et avant de larguer des bombes sur les populations civiles. Moi, j'en ai appelé à l'instauration de cette ZEA. Des analystes aussi, nombreux analystes l'ont fait, mais la réponse d'Obama, finalement, ça a été, alors, premier abord, que les défenses contre les attaques aériennes d'Assad étaient trop fortes. Alors, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec pas mal de responsables, même assez haut gradés, de l'organisation syrienne, pour qui c'était une blague, cette réponse. C'était pas crédible. Israël, pour sa part, a bombardé la Syrie, de l'attaquer jusqu'à Damas, a d'ailleurs détruit, ce faisant, les prémices du programme nucléaire d'Assad, qui était Deir ez-Zor, je crois, en 2007. Donc c'était une excuse, clairement. Alors, ça a pris du temps, mais on commence à voir les contours de la position d'Obama, la position américaine. Son idée, finalement, qu'il a réitérée plusieurs fois au cours d'entretiens dans la presse américaine, c'est qu'en se retirant, en retirant la présence américaine du Moyen-Orient, finalement, ça va créer un vide qui va se remplir naturellement et ça va arriver à une sorte d'équilibre entre les différents acteurs qui ne s'entendent peut-être pas forcément, mais ça va arriver à une sorte d'équilibre. Donc,
On voit là que son objectif politique, en matière de politique étrangère, son objectif unique a été atteint, à savoir l'accord sur le nucléaire iranien. C'est ce que Obama a décrit comme son Obamacare, sa réforme de la sécurité sociale, mais du second mandat. C'est la grande pierre de touche du second mandat. Bon, mais cet accord aurait pu être le véhicule, je dirais, pour quelque chose de beaucoup plus grand, pour le début d'une... Enfin, ça se veut quelque chose de beaucoup plus grand, le début d'une entente cordiale, sinon d'un rapprochement entre les deux pays, pour ramener vraiment l'Iran dans l'espèce de pacte de sécurité sur le pays. Et il estime que ça peut améliorer la situation. Alors, je pense, beaucoup de personnes au Pentagone pensent, et beaucoup de personnes dans la communauté de renseignement pensent que c'est naïf. C'est tout à fait naïf comme vision. Et la Russie l'a bien compris. La Russie a mis de fait son veto à toute création d'une zone d'exclusion aérienne, et c'est la fin de l'histoire pour l'instant. Merci. Peut-être Samir Aïta ou Nicolas Hénin sur les aspects économiques et l'avenir des chiites irakiens. Je crois que ça a été également demandé. Écoutez, sur les aspects économiques, on a aujourd'hui une destruction du pays. Et je parle bien des pays, c'est-à-dire pas seulement les États, mais également des sociétés et des sources de production. Aujourd'hui, on a une économie de guerre qui est basée sur la prédation, sur l'ensemble de la Syrie, mais également en Irak, dans les zones disputées, avec un éclatement. On parle énormément de l'éclatement du paysage des groupes rebelles ou djihadistes en Syrie, mais on a aussi une explosion des milices qui combattent du côté du gouvernement syrien, avec des katibas qui n'ont rien à envier la cartographie des groupes combattants dans le clan gouvernemental syrien n'a rien à envier au désordre que l'on critiquait dès l'origine avec l'armée libre. Et évidemment, tous ces groupes se payent sur la bête. Et l'on a un effondrement de l'économie que malheureusement, et c'est l'un des effets contre-productifs de nos frappes aériennes, que l'intervention occidentale n'a pas aidé. Sur les chiites irakiens, le gouvernement de Nouri al-Maliki porte lui aussi une responsabilité considérable dans l'extension de l'État islamique, mais aussi nos amis, les Kurdes. L'ensemble des acteurs de la région se sont caractérisés par des positions extrêmement sectaires, malheureusement violentes, et chacun a mis de l'huile sur le feu dans ce conflit, ce qui a fait le lit de l'EI. Samir ? Pardon ? On ne vous entend pas. Eh bien, écoutez, on a beaucoup de médias, notamment, s'entichent énormément de la lutte des Kurdes, qu'ils présentent comme nos meilleurs alliés face à notamment à l'EI. Je vous renvoie aux combats qui ont lieu depuis quelques jours dans le quartier de Cher Marksoud. C'est un quartier du nord d'Alep qui est tenu par le PYD, donc la filiale syrienne du PKK. Cela fait depuis le début de la révolution qu'il y a des rivalités entre ce PYD et les révolutionnaires syriens. Et plusieurs révolutionnaires, y compris certains d'assez haut niveau, ont été torturés à mort et retrouvés, torturés à mort par cette milice kurde et retrouvés dans ce quartier du nord d'Alep. J'ai interviewé pour ce livre, dont je ne fais absolument pas la promotion, des militants kurdes qui m'ont rappelé avec insistance à quel point
le PYD, qui est actuellement le principal groupe kurde actif en Syrie, est un parti sectaire d'organisation stalinienne et qui a réussi à chasser l'ensemble des démocrates. Enfin, je veux dire, énormément d'activistes kurdes sont en exil chez nous parce qu'ils ont été chassés par cette filiale du PKK. Je sais, c'est pas très bankable de dire ça, puisque les Kurdes, nous avons davantage tendance à leur envoyer nos philosophes à la chemise ouverte, mais c'est important, me semble-t-il, que ce soit su. Samir, rapidement, et ensuite le général. Oui, il y a beaucoup de destructions, mais ils sont surtout dans les esprits, en plus de la vie économique. On se demande comment les gens de cette région vont revivre ensemble. Tous, pas seulement sunnites, chiites, mais... Je voulais faire 2 remarques de fond, rapidement. La première, c'est un jour, il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe, qui a commencé joliment en Tunisie, joliment en Libye, en Égypte, et qui semblait déclencher quelque chose de formidable et changer tout, pas seulement dans les pays où ça a changé, mais même en Arabie Saoudite, etc. Rappelons que c'est pas vraiment un état de droit. Du moment que l'histoire de la Libye s'est déclenchée, certaines puissances, et je parle précisément de la France, a trouvé juste de venir aider, entre guillemets, une révolution contre le régime en place. Ça pose une question morale très forte. Aujourd'hui, la France, et je dis de la France principalement, est responsable de ce qui se passe en Libye. Et on n'est pas prêt de retrouver. Quand la révolution syrienne s'est déclenchée, au début, c'était quelque chose de formidable. Je dirais, mais c'est un mouvement de jeunes qui a tenté de s'organiser politiquement, etc., avec beaucoup de difficultés. Certains pays du Golfe et la France, etc., se sont mêlés de qui est l'opposition, qui est opposant ou pas, de comment on organise, ont empêché, je parle de la Turquie, ont empêché l'organisation même quand ça s'est armé, ont empêché l'union de l'opposition. Je dirais, il y a une responsabilité morale dans la création et de la transformation de tout ce printemps arabe en cauchemar, pas seulement aux gens de la région et aux différences sectaires, sunnites, chiites, machin, etc., mais au nouveau jeu régional et international qui se définit. Je vais vous dire quelque chose. Bachar a tué. C'est pas le seul criminel dans la région. Ils sont tous des régimes qui torturent, des machins. Mais le calcul de Bachar al-Assad dès le départ, je vais écraser le printemps arabe pour que les gens du Golfe me remercient à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il n'est pas admis dans cette région d'avoir des États laïques, démocratiques, d'égalité des citoyennetés où tout le monde se sent égal. Donc, il a fait ça pour qu'on le remercie. Deuxième remarque de fond. Et rapidement, Samir, parce qu'on va très facile, celle-ci. La seule armée sunnite, ou la plus grande armée sunnite entre la Syrie et l'Irak, qui reste une armée organisée, mine de rien, c'est l'armée syrienne. La plupart des membres, des militaires, non, c'est tout ça, sont des sunnites. On admet la majorité de la population sunnite habite dans les zones contrôlées par le régime. C'est pas défendre Bachar al-Assad de dire ça. Latakia, fief entre guillemets des Alaouites, enfin de la montagne alaouite, est devenue une ville à grande majorité, beaucoup plus qu'avant, sunnite. Donc toute la question, c'est de séparer l'armée syrienne de Bachar al-Assad et des fonctionnaires trempés dans le sang, etc. Malheureusement, le jeu dit occidental, c'était de détruire l'armée syrienne et non Bachar, depuis les sanctions économiques. Les Russes jouent un jeu plus subtil à suivre. Ok, on va juste clore avec quelques mots du général.
Juste 2 mots pour répondre à la question qui a été posée. La première chose, je crois qu'il ne faut pas s'étonner de voir des institutions américaines s'opposer dans la gestion de la crise, parce qu'il est dans l'ADN américain d'avoir cette opposition. L'ADN américain, c'est le checks and balances, donc ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Sur la guerre coloniale dont vous me parlez, je me suis mal exprimé. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille aller reconquérir au sol. Ce que je dis, c'est que le problème des moyens est un problème ultérieur. Et le premier problème, c'est le problème de la stratégie. La stratégie, elle est forcément globale. La ligne militaire, la ligne d'opération militaire d'une stratégie est une ligne d'opération parmi d'autres. Et si la stratégie est établie, il est tout à fait possible que ce soit d'autres lignes d'opération qui soient prévalentes par rapport à la ligne d'opération militaire. Donc moi, je ne prône pas forcément une reconquête de l'Euphrate et du Tigre par les armes. Ok, on aurait encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions qui n'ont pas été abordées non plus, mais on a quand même fait un bon petit tour, je pense. Donc, on va définitivement fermer. Et on peut se retrouver à l'entrée de la salle. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous.